Et donc, nous voilà. Super ton truc, Maxime. Je pense que c'est beaucoup de l'art. d'émotions qui ressortent. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ça vaut très cher. Je vois. Bah, Alors, on est parti pour ce bilan? Ouais, enfin, donc on va faire un petit bilan de la campagne des législatives. Alors déjà, donc je vais Asma avoir le grand honneur de t'interviewer. Et donc première question, déjà, est-ce que tu peux te présenter, Asma? Je sais que tu as dû le faire des centaines de fois pendant la campagne, mais il y a peut-être des gens ce soir qui nous regardent qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? C'est parti. Alors, moi, je m'appelle Asma Rarmaoui-Claquin, j'ai 25 ans, je travaille dans le domaine des énergies renouvelables, donc particulièrement dans l'éolien en mer. Voilà, je suis assez active en politique depuis déjà environ 10 ans, on va dire 10-12 ans. Voilà, ça a commencé par le municipal. Je sais que dans ma ville, il y avait une sorte d'ancêtre de la NUPES avec déjà une formation à gauche qui rassemblait EELV et le Front de gauche, c'était oui, c'est ça, à l'époque, et avant la France Insoumise. Et puis, voilà, après, je suis partie en Allemagne faire mes études et j'y suis restée. Et je trouvais que c'était assez intéressant de voir aussi comment on peut faire la politique française à l'étranger, avec notamment les élections, que ce soit des conseillers consulaires, mais aussi qui sont vraiment des intermédiaires, mais aussi des députés, des Français de l'étranger. Donc, on a été quand même, on a pu avoir aussi une très belle dynamique NUPES dans notre circonscription. Je tenais vraiment à le rappeler. Et je ne sais pas si Mathilde Olivier, qui était ma suppléante, qui vient de EELV, est là ce soir, mais en tout cas, voilà, je tenais aussi à remercier tout le monde pour le bel élan qu'on a pu produire. Ouais, je peux en témoigner. D'ailleurs, cette campagne, donc si on revient un tout petit peu dessus en chiffres, rapidement. Alors, pour faire une petite comparaison entre donc les législatives qu'il y a eu en 2007 et celles donc de 2022, on a quand même eu 20 000 inscrits de plus sur les listes consulaires, et une hausse de la participation donc de 5% au premier tour et 10% au second tour, ce qui est bien, mais pas top. Parce que 2022, on a comme une participation qui reste quand même à 29% au premier tour, et c'est un tout petit peu en hausse pour le second tour, puisqu'on a quand même 32,3%. Donc c'est en progression, mais voilà, tout l'enjeu aussi sur les prochaines années, ça va quand même être de faire en sorte que les Français de l'étranger participent réellement à la vie démocratique de la France. Et ça, peut-être malgré le vote électronique, parce que c'est vrai qu'on avait une grande nouvelle, c'était le vote électronique. Il y a eu, il me semble, 80% des Français et Françaises de l'étranger qui ont voté de manière électronique. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas résolu le problème de l'abstention, quoi. Ouais, ça a été énorme. Et je crois qu'il y a aussi énormément de problèmes sur le vote par correspondance. Beaucoup de bulletins annulés parce qu'il n'y avait pas toutes les pièces. Voilà. Pour terminer rapidement donc sur les résultats, au premier tour, tu avais récolté donc 26,6%, et ton principal concurrent, donc Frédéric Petit, donc du MoDem, donc qui était soutenu par Macron, donc lui 34%, et au second tour, donc ça avait donné donc 60% pour Frédéric Petit et 40% pour toi, avec quand même 15 300 voix. Ce qui est plus que Petit en 2017, donc. Tout à fait. On peut être relativement satisfait quand même du résultat. Ouais, et tu es aussi arrivé en tête en Allemagne du Nord, donc Berlin 60%, Ljubljana à Pristina, à Sarajevo. Et donc, tout simplement, quand on évoque tous ces résultats, est-ce que tu es satisfaite? Tu as quelques regrets? Comment tu te sens? Comment tu te sentais le soir des résultats aussi? C'est une très bonne question. Enfin, si j'avais été j'aurais été très satisfaite si on avait pu avoir une NUPES de plus à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait quand on voit qu'on échoue à faire passer nos idéaux, je dirais, sur le plan national. Donc c'est vrai que oui, on reste satisfait et satisfaite, mais on se dit qu'on peut toujours viser plus, et on se demande à chaque fois, quelle coche on a raté, et quelle ville on aurait pu peut-être, faire en plus sur le calendrier. Après, malheureusement, on a une campagne très courte, mais elle était très courte parce qu'on a attendu aussi la naissance de la NUPES, et ça, je dirais, ça vaut toute l'attente du monde, parce que je pense qu'il fallait vraiment arriver à cette union, et je suis vraiment partisane de cette union-là, même pour
sur le long terme. Malgré une grande abstention, on a quand même moins d'abstention qu'en 2017. Et on reste sur une circonscription qui est quand même particulièrement difficile dans le sens où on a une presse allemande qui est très sceptique au discours de gauche en général. On avait quand même certains journaux qui titraient Mélenchon de autre Le Pen. Donc, dans ce contexte-là, c'était extrêmement compliqué aussi de faire campagne, de déconstruire tout ce qui avait pu être promulgué au monde de manière mensongère. Et en plus, on a tout le contexte à l'étranger. Je vois dans le chat qu'on a des gens de NUPES Monde qui sont là, donc je les salue aussi. Et c'est vrai que on a une circo qui est quand même assez large. Après, comparé à d'autres circonscriptions de l'étranger, on a encore de la chance, mais on peut plus difficilement faire du porte-à-porte. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a eu aussi des circonscriptions frontalières de Moselle, d'Alsace qui sont venues nous aider et qui ont ratissé large autour de la frontière. Ouais. Merci à eux. Ça nous a vraiment aidé. Donc, je pense dans le futur, on va continuer cette coopération aussi. Et parce que donc tu parlais donc du retard, un peu le retard à l'allumage qui a pu avoir du fait justement qu'il ait fallu attendre que la NUPES se structure au niveau national. Et donc toi là sur la circonscription, comment tu as ressenti cette alliance de toutes les forces de gauche? En fait, on s'est mis, je me souviens, c'était le 9 mai, on a eu donc la convention NUPES avec donc qui allait être candidat ou candidate sur notre circonscription. Et le lendemain, en fait, on était déjà en ordre de bataille avec les co-référents de chaque parti. On avait formé un groupe Telegram. En fait, on a directement une synergie des efforts et des compétences. Très très rapidement et quand je vois dans d'autres circonscriptions, ça a malheureusement peut-être pas pu se développer aussi facilement et sereinement que chez nous. Donc je suis vraiment très très contente parce que c'est toujours aussi des compromis qu'on fait, mais c'est pas des compromis je dirais intrinsèques à la NUPES, hein, c'est des compromis qu'on a aussi dans chaque parti avec différentes sensibilités, et on a réussi en fait à passer outre je dirais certains différends et à vraiment mettre nos efforts en commun. Donc on avait différents groupes, on avait ceux qui étaient à l'aise pour traduire des circulaires qu'on a fait dans 15 langues différentes. Donc ça, c'est vraiment génial quand on a une circonscription aussi vaste linguistiquement. On avait un groupe contenu qui épluchait, qui faisait de la veille en fait de tous les votes du député Frédéric Petit. On avait un autre groupe qui s'attelait à tout ce qui était communication. Et en fait, quand on arrivait vers la fin de la campagne, avec tous les outils qu'on avait, on s'est dit mais en fait, il faut qu'on fasse un truc, même si bon cette fois-là ça n'a pas marché. Et je pense que c'est aussi à travers tout ça qu'est né le podcast qu'on entend, qu'on fait aujourd'hui tous les trois, parce qu'on s'est dit mais il y a tellement une belle dynamique, il faut que ça continue, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc là, tu as un petit peu décrit comment les militants sont organisés de façon générale. Toi, en tant que candidate, alors comment est-ce qu'on vit ça moi vu de l'extérieur, en te voyant, on a quand même eu l'impression que tu dormais pas beaucoup, que tu y vas pas sans l'heure. Ok. Oui, alors oui, je dormais pas beaucoup, ça c'est sûr. Après, je pense quand on se lance là-dedans, personne m'a forcé. Ou on va dire peut-être le réchauffement climatique m'a forcé, je sais pas, mais en tout cas, oui. C'est aussi, il faut toujours se dire que ça reste quelque chose qui est volontaire. Et heureusement, on a une équipe. Moi, j'avais, il me semble, 3 voire 4 directrices de campagne, tellement il y avait plein de choses qui sortaient tous les jours, et on avait, on a essayé de se répartir aussi la charge mentale de tout ça, et c'est vrai qu'elles ont fait un travail extraordinaire, et j'ai réussi à tenir vraiment grâce à elles aussi. Donc je sais pas si elles sont là ce soir, mais en tout cas voilà, je tenais aussi vraiment à les remercier, parce qu'en fait on n'a pas eu de formation pour une campagne. Quand on commence une campagne comme ça un peu en novice, on voit ça de l'extérieur quand on est militant. Moi, comme j'étais militante avant, je voyais ça, je me dis je vais essayer d'aider là où je peux, mais c'est vrai que en fait quand on est dans les rouages, et que même Maxime, t'as aussi organisé le ciné-débat à Düsseldorf et tout, j'imagine que du coup, on a forcément plein de petits détails organisationnels qui font qu'on doit essayer d'arranger ça aussi avec la vie professionnelle et la vie familiale, et c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu beaucoup. Donc oui, c'était un peu les montagnes russes pendant 1 mois et demi, et ça fait du bien de revenir à 8 heures de sommeil. Bon, tant mieux. Non, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens en fait se rendent pas compte. C'est vrai que dans une opposition comme ça entre un député sortant et donc quelqu'un qui elle donc n'est pas député, a pas de poste en fait. C'est vrai
part comme avec un déséquilibre relatif, quoi. Hein, parce qu'il y a comme quelqu'un qui a derrière lui comme une équipe qui gère des choses qui notamment touche encore son salaire de député. Oui, faire ça à plein temps. Mais Voilà. alors, je dirais, le côté positif qu'on avait, c'est que nous, on n'avait pas de bilan à défendre qui était climat sceptique et tout ça. Hein. Ça, c'est un peu notre gros point fort qu'on avait dans la campagne. Et puis le fait qu'on ait des militants partout. Enfin, c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a une force militante incroyable. On était vraiment présents. Quasiment dans tous les pays de la circonscription, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des coins où on a un peu moins de militants, mais en tout cas, on a eu cette force-là qui nous a porté aussi jusqu'au second tour. Donc, franchement, on peut être très fiers, je pense. Je pense. Et alors d'ailleurs, donc, tu as un petit peu parcouru toute la circonscription. Donc, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as pu découvrir un petit peu que tu t'attendais pas à découvrir ou que tu savais pas sur tous les pays qui la composent? Je pense, encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais je pense vraiment que, pour avoir fait campagne en France avant, c'est vrai que faire campagne à l'étranger, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et bon, on avait le sillage de la campagne présidentielle, donc on avait quand même été assez actifs, on avait fait pas mal d'actions dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil de défendre quelqu'un qui va, dans le cadre législatif, c'est quand même un peu différent parce que la personne va vraiment représenter nos intérêts à l'Assemblée. Donc, on se sent forcément plus proche de cette personne-là que d'un président ou d'une présidente de la République. Donc, dans cette campagne-là, ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est ce prisme de la NUPES. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on allait dans un endroit, il y avait des gens de différents partis qui faisaient intégrantes de la NUPES, qui venaient avec leurs questions spécifiques et puis leurs interrogations aussi, de savoir, est-ce qu'ils se retrouvent dans cette candidature-là. Et en fait, comme justement, on a fait le choix d'avoir une candidature mixte, c'est-à-dire à la fois Union populaire, ELV et PS, avec des directrices de campagne génération, ça a complètement permis en fait de refléter toute la dynamique qu'on avait à gauche. J'étais d'ailleurs avant-hier à l'anniversaire des 40 ans de Français du Monde, qui était une association où il y avait traditionnellement à gauche, et ils étaient très contents ils ont suivi ma campagne activement. Et c'est vrai qu'au premier regard, on n'y pense pas forcément, dans le sens où on peut se dire oui, par exemple, il y avait une sénatrice PS, et c'est vrai qu'on n'y aurait pas cru du tout il y a 4 mois, quoi. Donc, je pense que la vie politique bouge, et à l'étranger, c'est assez incroyable de suivre tout ça, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que du coup, on a quand même dû constituer un programme. Donc, on ne partait pas de rien non plus, mais tu as dû quand même avoir donc ce programme de la NUPES dans les mains assez tard. Est-ce que tu as pu assez rapidement l'assimiler? Est-ce qu'il y a des questions en particulier qui t'ont dedans, dans lesquelles tu étais plus spécialisé ou... En fait, c'est-à-dire, je dirais, on a eu les élections présidentielles avant, donc on avait fait déjà tout un travail, et puis il y avait eu 2017, donc il y avait quand même le programme, les programmes à gauche qui se recoupaient plus ou moins avec le programme de 2017. Ensuite, on a eu l'Avenir en commun, donc la deuxième version en 2022, et enfin le programme de la NUPES qui est sorti mi-mai. Donc, on a eu quand même une grosse base, comme tu dis, d'informations, et ça, c'est super. Après, le problème, c'est qu'on a tendance à se perdre un peu dans toutes ces informations. Là-dessus, on a voulu se focaliser aussi sur des choses qui nous touchaient personnellement, et on s'est rendu compte, en fait, que les 3 choses qui touchaient beaucoup les Français à l'étranger, c'était tout ce qui était retraite. Parce qu'en fait, on se demande toujours, est-ce qu'on reste à l'étranger pour 5 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce qu'on part à l'étranger pour sa retraite? Comment vont être comptabilisés les points de retraite? Comment fonctionnent les coopérations en termes d'assurance retraite? Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'était assez inconnu, et que j'ai pu j'ai vraiment pu me familiariser avec tout ça. Et c'est vrai que c'était un échange de connaissances très intéressant. Et bien sûr, on avait tout le volet imposition, parce que c'était le point noir qu'on nous reprochait de vouloir imposer tout le monde, alors que ça ne concernait dans le programme de la NUPES que les paradis fiscaux qui ne sont pas présents sur notre circonscription. Donc, c'était vraiment notre cheval de bataille, et on a quand même été assez convaincants, je pense, à ce niveau-là.
Et enfin, il y avait tout le volet transport, parce que voilà, on est sur une population à l'intérieur de l'Union européenne qui, enfin en partie, hein, parce qu'on n'a pas que des pays de l'Union européenne, qui est habituée à voyager et qui s'est plaint à de nombreuses reprises qu'il n'y ait pas une coopération, notamment ferroviaire, plus vivante. Là, heureusement, en 2023, on a le train de nuit Paris-Berlin qui revient, mais voilà, on va pousser en tout cas dans ce sens. Très bien. Écoute, Asma, je crois qu'on a pas mal, on est quand même pas mal revenu sur cette campagne qui a été assez riche, assez intense, parce que courte, comme on l'a dit. Aujourd'hui, donc, comment est-ce que tu vois les perspectives de la NUPES? Est-ce que tu as l'impression que cette dynamique qui a été lancée, qu'elle se poursuit, qu'elle peut se poursuivre? Moi, j'espère en fait, j'espère qu'elle va se poursuivre parce que, enfin, on a vécu un été absolument abominable en termes climatiques. On a une inflation qui galope, donc en fait, je pense que là, l'opposition, qu'elle soit aux enjeux climatiques ou aux enjeux sociaux, elle est plus que, je dirais, enviable. Elle est réellement nécessaire et indispensable, ne serait-ce que pour notre simple survie en tant que citoyen, pour se faire entendre, pour avoir un contrepoids. Et ça s'est senti même dans la campagne. En 2017, on n'a pas eu de débat ni avant ni après le premier tour. Là, on a eu 2 débats, un avant le premier tour et un après, dans l'entre-deux tours. Donc, on sent quand même dans la majorité présidentielle qu'il y a une sorte de... Voilà, ils sentent qu'il y a une opposition qui se fait entendre, qui est présente, et ça s'est vu aussi notamment dans les assemblées d'été insoumises à Valence, avec les différents débats qui ont posé les figures insoumises et celles de la majorité présidentielle. Donc, je pense qu'il y a réellement en fait un besoin de... Enfin, c'est même, voilà ce que je disais, c'est même plus qu'un besoin, c'est un devoir en fait de faire entendre une... C'est pas une voix dissidente en fait, pour moi, c'est vraiment une voix de la raison en termes de réalité climatique et sociale. Enfin, l'hiver qui arrive, je pense qu'on n'est pas du tout préparé, que ce soit en termes... Enfin, on en reparlera, mais en termes énergétiques et en termes climatiques, je pense qu'on a besoin d'une NUPES forte. Ouais. Donc, vive la NUPES alors. Exactement.